L'AFJA et la PCA présentent une conférence sur le thème « Le changement climatique impose-t-il une nouvelle gouvernance dans les territoires ?» Changement climatique, changement des agriculteurs, changement des intervenants. On le voit, hein, la question du changement climatique et des modèles agricoles a fait débat, hein, surtout sur la fin avec vos questions, parce que cela appelle sûrement aussi des changements de modèle de société, hein, si on veut interroger la question plus globalement. Et pour poser cette question des changements de société, il y a la question de la gouvernance, ou je dirais peut-être même des gouvernances au niveau agricole, avec les acteurs de l'agriculture, gouvernance au niveau des partenaires privés, on en parlera avec Laurent Bellet, et puis gouvernance auprès de la puissance publique. On l'a dit, l'agriculture peut être considérée comme à la fois coupable et victime de ce qui est en train de se passer. Vos enjeux, vos visions là-dessus, alors peut-être monsieur Ferré. Je suis agriculteur dans les marais du Cotentin, sous le niveau de la mer. Et nous, effectivement, le réchauffement climatique, c'est le rehaussement du niveau de la mer, avec certitude, et la réflexion que nous conduisons avec les élus, c'est quel impact ce rehaussement des niveaux d'eau de la mer aura sur nos territoires continentaux. On sait que la lutte est déjà perdue d'avance et qu'il faudra qu'on se retire d'un certain nombre d'endroits que nous avons occupés, à tel point c'est que les collectivités ont été dans l'obligation de mettre en place des plans de prévention sur les risques d'inondation et de submersion, et on s'aperçoit que le premier contributeur à l'effort de guerre va être le monde agricole et la propriété foncière. Il est évident que les élus feront, à quelques exceptions près, l'obligation de retirer les populations de ces territoires, et donc de laisser effectivement l'océan, la mer reprendre, non pas reprendre ses droits, mais devenir sur des territoires qu'elle a désertés il y a quelques dizaines de milliers d'années. La deuxième remarque, et je crois qu'il faut être humble, c'est que la totalité des émanations de gaz à effet de serre de la riziculture est supérieure à la production des gaz à effet de serre du cheptel animal mondial. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit de demander aux Vietnamiens, aux Thaïlandais, aux gens du Sri Lanka de réduire de 20 ou 30% la production de riz parce que ça favorise le réchauffement, ça favorise la production de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique? Non, c'est évident. Pour nous, Association de protection de la nature, évidemment l'enjeu environnemental est majeur, et en même temps, il en a toujours dit, et c'est une conviction profonde, l'enjeu alimentaire est fondamental et on ne peut pas l'ignorer. Il n'est pas vrai que l'Europe a vocation à nourrir le monde, il n'est pas vrai que notre agriculture européenne est autonome, nous importons considérablement, là Pascal va monter dans les tours, mais c'est vrai, nous importons considérablement pour notre élevage, nous causons des conséquences néfastes sur d'autres continents du fait de ces importations, pas forcément que des conséquences néfastes, mais les conséquences néfastes sont très largement majoritaires. Donc, quand on voit les enjeux alimentaires mondiaux, il faut regarder les choses en face. Je veux dire aussi, dans ce qu'on a entendu, on ne peut pas dire on va résoudre les problèmes si la peine d'un monde s'installe. Les problèmes liés à l'agriculture, liés à l'eau, sont aujourd'hui parmi les causes fondamentales de beaucoup de conflits. Et on a des guerres, c'est vrai, les affrontements au Moyen-Orient sont des affrontements qui sont d'abord des questions sur l'eau. On parlait de l'Égypte, c'est en train de monter, parce que les gens qui sont en amont du Nil, ben, ils ont envie aussi d'utiliser l'eau. Enfin, je veux dire que, oui, il y a assez d'eau il y a assez d'eau dans le monde. L'eau, elle est là, elle ne va pas disparaître. Mais il faut voir où elle est, quand elle tombe, quand on en a besoin, c'est pas simple. Donc, je suis tout à fait d'accord pour reprendre ce qui était dit. Les analyses globales sont toujours très dangereuses. Et en fait, on a une série de situations qui sont très variables en fonction des contextes des différentes régions. Sur cette question de l'eau, monsieur Bellet, on va en parler. Vous parlez de conflits, monsieur Belliard, je provoque, mais on en a eu un assez récemment dans l'histoire, dans la mémoire, c'est le barrage de Sivens. Il y a même eu un mort. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que ces histoires de conflits à l'autre bout du monde. Alors, des conflits aux coopérations sur cette question de la gestion, monsieur Bellet? On voit qu'il y a quand même une tendance à travailler en silo, alors que de toute façon, on est tous concernés par cette pression sur la ressource.
essentiellement liées à l'évolution démographique. Et du coup, nous, quand on parle de changement, on parle surtout de changements globaux plus que de changement climatique, parce qu'à l'échelle du groupe EDF, l'impact du changement climatique reste limité. Alors on a certains cas qui sont très, très parlants, c'est la mer de glace par exemple, vous connaissez tous, vous avez tous visité la mer de glace. On a une centrale qui récupère l'eau à la fin de la langue de la mer de glace. On l'a construite dans les années 70. Entre les années 70 et aujourd'hui, on a perdu 100 mètres d'épaisseur. 100 mètres, donc c'est pas rien. Ce qui fait qu'on on n'avait plus d'eau pour alimenter notre centrale hydroélectrique. Donc on a reculé de 700 mètres la prise d'eau. On sait que pendant 20 ans, on va pouvoir réexploiter, mais que probablement dans 20 ans, il faudra remonter de 700 mètres cette prise d'eau pour pouvoir produire les 40 MW à la centrale des Bois à Chemin. Donc ça, c'est un exemple concret où là, c'est vraiment le changement climatique, le retrait des glaciers. Et là, sur le changement climatique lui-même, c'est plus d'ailleurs la qualité d'eau, la température de l'eau, que la quantité d'eau, qui en tout cas en France est un problème pour nous. Et sachant que pourquoi on s'intéresse à l'eau, c'est très très simple, l'équation, c'est qu'on ne peut pas produire d'énergie sans eau, même pour le solaire, même pour l'éolien, etc. Dans un moment ou un autre dans le process, on a besoin d'eau. Donc de toute façon, sans eau, on ne peut pas produire d'énergie, et l'inverse est aussi vrai. On donne la parole à Madame Delahaye. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une première aujourd'hui sur la COP21. L'eau est rentrée comme un des enjeux majeurs. C'est-à-dire qu'avant, dans ces questions d'environnement, c'était le foncier, l'agriculture, et on mettait la question de la gestion de la ressource de l'eau un peu de côté. C'est un des points marquants, Madame Delahaye, de cette COP qui se tiendra fin novembre, début décembre à Paris au Bourget. Alors, avant peut-être d'aborder la question de la COP21, moi je voudrais revenir sur un élément, l'adaptation de l'agriculture. Pour moi, elle est une évidence. On n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de le déclarer, parce que ça fait partie, et ça a été dit, de la nécessité de la survie économique des exploitations. Donc la gestion de tous ces éléments-là, on est obligé de le prendre en compte, et on l'a pris en compte déjà depuis un bon moment. Moi, quand je me suis installée avec mon mari, on avait des grands enrouleurs qui dispersaient de l'eau à tout va. Et puis on s'est aperçu que effectivement l'eau elle avait un coût, parce qu'il fallait entretenir la station collective de pompage, et ce faisant, cheminant comme ça, on a intégré un dispositif qui était le dispositif phare, Forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, qui a amené beaucoup d'agriculteurs, moi en tous les cas dans ma région, à réfléchir autrement leur production, leur mise en culture, la façon dont on s'approprie et dont on s'adapte à tous ces éléments nouveaux qui sont liés effectivement au changement climatique. Et j'ai envie de vous demander pourquoi cette question de l'eau ne rentre que dans le schéma de la COP21 en 2015. Et peut-être parce qu'aujourd'hui, on rencontre de plus en plus souvent de périodes critiques, plus qu'on en a rencontré par le passé, parce qu'on a une pression forte des pays du sud de l'Europe et de certains États où il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de gérer collectivement l'eau. On le connaît, nous, dans le sud de la France, avec la problématique de la Catalogne et de son souhait de préempter une partie de l'eau du Rhône pour pouvoir alimenter ces cultures fruitières et légumières en particulier. Et donc on sent monter aujourd'hui une demande de plus en plus pressante et une prise de conscience des élus et des collectivités dans la nécessité d'avoir une approche plus collective de la gestion de l'eau. Alors juste un complément, pour répondre à votre question. Je pense aussi que c'est surtout pragmatique, c'est-à-dire que pour l'instant on s'est focalisé sur l'atténuation, sur le carbone, réduction du carbone. C'était déjà très compliqué d'arriver à un accord, on n'est toujours pas à un accord aujourd'hui. Donc les négociateurs ne voulaient pas rajouter un sujet encore plus compliqué que la problématique de l'eau, qui même s'il est vu à l'échelle globale est surtout une composante locale, parce que si vous utilisez un litre d'eau au Sahara, c'est pas pareil qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça n'a pas le même impact. Un gramme de CO2 qui est émis partout sur la planète, il aura le même impact sur le climat. Donc les notions d'empreinte eau et d'empreinte carbone sont complètement différentes. Et du coup, je pense que c'est plutôt par pragmatisme, pour arriver déjà à un accord sur l'atténuation et sur le carbone, que l'eau est arrivée tardivement sur le débat. Et là, même aujourd'hui, pour la COP21, il y a eu quand même pas mal de freins pour que l'eau ne soit pas à l'agenda de la COP21. Je me pose une question, moi, par rapport aussi aux interventions qu'il y a eu tout à l'heure sur l'eau. Où est-ce qu'on en est vraiment? Est-ce que vous, qui êtes confronté à divers types, je
dire, cette disparition, entre guillemets, est-ce que vraiment on a plus de problèmes d'eau aujourd'hui, ou est-ce que pas du tout, comme le disait le monsieur tout à l'heure, finalement ça fait des siècles et il n'y a pas de problème? Qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'il faut bien voir dans la problématique de l'eau, c'est qu'on parle surtout de la quantité, mais il y a aussi la qualité. La problématique de l'eau, au plan européen aujourd'hui, on voit que c'est plus un problème de coût de l'eau, et donc de son traitement, et un problème de qualité, plus qu'un problème de quantité. Donc ça doit quelque part aussi nous interpeller. Monsieur Bévillard, vous voulez réagir? On voit que même en France, dans certaines régions, on commence à avoir des problèmes très sérieux, en plus des problèmes de vie des rivières, des problèmes sur le partage de l'usage de l'eau. Il y a un certain nombre de régions dans lesquelles l'alimentation en eau des populations commence à être difficile parce que, tout simplement, il y a la ressource insuffisante. On a aujourd'hui une insuffisance de la gouvernance sur le partage de l'eau. Et ça, il faut que la gouvernance de l'eau se fasse dans des instances où la représentativité soit meilleure entre toutes les catégories de citoyens et d'usagers. Sinon, on aura de vrais conflits qui déjà s'amorcent d'ailleurs. Pascal Ferret, insuffisance de la gouvernance ou problème de gestion des compromis entre les différents acteurs que vous êtes, c'est-à-dire vous, c'est votre boulot, de produire et donc vous avez besoin d'eau. Monsieur Bévillard, c'est son boulot de dire attention. Vous, c'est votre boulot de nous donner de l'eau, mais aussi de refroidir les centrales nucléaires. D'ailleurs, la Manche, il y a le tourisme, il y a le nucléaire, il y a l'agriculture, et il y a une eau. Gestion des eaux, gestion des compromis, monsieur Ferret. Alors, première chose, à l'époque, Guy Vasseur était président de la commission environnement de la PCA quand j'ai eu la chance de travailler avec lui sur la loi sur l'eau de 2006, qui était une loi fédérative, parce que je rappelle quand même que cette loi sur l'eau de 2006 rebattait toutes les cartes, où nous acceptions de payer l'eau, que l'État a accepté de mettre en place un fonds d'eau pour effectivement ne plus revivre d'achat, qu'on a assisté à une redéfinition et une confirmation des agences de l'eau, avec un État arrière et la gouvernance par les conseils d'administration. Ce qui est dommage de cette loi sur l'eau de 2006, c'est qu'elle a été détricotée au fur et à mesure de la rédaction des décrets et règlements. C'est-à-dire que ce que le législateur a fabriqué, a été entièrement ou en partie détricoté par les petites mains du MED à l'époque qui ont largement officié. Moi je suis certain que pour l'eau, il y a 3 sujets à réunir. La première, même si je me fais critiquer par mes collègues agriculteurs, il faudra que l'on casse le modèle des années 50. Alors peut-être pas le casser, mais l'aménager. Les modèles les plus simples, qui correspondaient à une éthique des années 50, a quasiment vécu. Il faudra remettre de l'agronomie, remettre effectivement des assolements, remettre d'autres techniques culturelles. Deuxième sujet, c'est effectivement de servir de la qualité de la recherche française au progrès de notre société, au progrès de l'agriculture. Enfin, moi, je crois énormément à la mutagénèse, parce que c'est des solutions sur la même espèce, de se servir de cet aspect scientifique pour être économe en eau, pour être résistant aux maladies. Puis dernier point, c'est comment on fait partager ce projet. Il faut que la société aussi soit exigeante envers elle-même. Quand on exige de la société, de la production, qu'on lui amène des tomates, des carottes, des concombres d'une forme parfaite, et qu'on veut en manger du 1er janvier au 31 décembre, cherchez l'erreur. Le modèle économique qu'on a construit, qui est celui de l'opulence, il faudra peut-être qu'il se corrige aussi pour préserver, un tant soit peu, notre société. Je comprends que l'eau est un problème plus grand, si je vous entends bien tous, vous êtes à peu près d'accord là-dessus, même si on n'est pas tout à fait d'accord, est-ce qu'il y en a un peu moins ou beaucoup moins, bon, c'est un problème, aujourd'hui c'est un problème. Donc du coup, comme disait Pascal Ferret tout à l'heure, il y a eu une loi, il y a des choses qui ont changé, maintenant c'est la gestion politique de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça marche mieux, puisque les différents usages puissent être arbitrés, j'allais dire le plus pacifiquement possible, entre les différentes utilisations? Je crois que le vrai challenge qu'on a sur la table, c'est d'avoir de vrais projets de territoire qui permettent d'avoir une approche globale. Parce qu'on ne peut pas un jour s'occuper du changement climatique, le lendemain s'occuper du problème de l'eau, après s'occuper du problème des phytosanitaires. Il faut bien avoir une approche globale. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont de vrais projets territoriaux qui permettent de trouver
des compromis et qui permettent d'avoir un équilibre, et y compris, je pense que l'affaire des circuits va être balayée un petit peu trop vite, y compris la recherche de la plus grande autonomie possible dans les territoires en matière d'alimentation. Ce qui entraîne ipso facto une diversification de la production agricole, ce qui déspécialise les régions et ce qui permet d'aller vers plus d'agronomie et donc d'être plus résilient dans le cadre du changement climatique. Et il faut aussi que l'agriculture perde cette habitude de dire nous connaissons quels sont nos problèmes, nous savons quelles sont les solutions vers lesquelles on veut aller, laissez-nous tranquilles, laissez-nous débattre entre nous et décider ensemble. Eh bien non, l'agriculture est une affaire sociétale. Moi, je partage pour partie ce que vous avez dit, monsieur, sur le fait de créer des projets de territoire. Le développement rural nous le permet. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ce sont les régions qui sont à la manœuvre sur la gestion des fonds. Mais on se trouve face à un dilemme en France où on a des orientations données dans la politique agricole commune et puis des déclinaisons qui ne sont pas cohérentes entre les orientations de l'État, les orientations des régions, la façon dont les pays, les collectivités territoriales se saisissent. Et finalement, moi j'ai un peu tendance à dire, pour avoir été conseillère régionale pendant 5 ans, que la parole, elle n'est pas aux acteurs, elle est aux politiques. Et les politiques devraient être là pour écouter les acteurs, les faire en sorte de leur permettre de faire des projets territoriaux, et le rôle du politique dans ce cas-là, c'est de l'accompagner. Merci à tous les intervenants de la journée. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.